membres du Collège de France, invités distingués, mesdames et messieurs, bienvenue à la deuxième conférence sur l'histoire du droit pénal international. Dans le prolongement de notre discussion de la semaine dernière sur les procès après la Première Guerre mondiale, nous discuterons aujourd'hui des procès menés après la Seconde Guerre mondiale. Je me concentrerai en particulier sur les procès de Nuremberg en utilisant les thèmes que j'ai identifiés lors de la dernière conférence, notamment une narration au sujet des procès, des objectifs des processus, des dimensions politiques des procès, des alternatives aux poursuites pénales, du droit et des conséquences de ces poursuites. J'ai également effectué des recherches et rédigé des articles sur le tribunal de Tokyo. En raison des contraintes de temps, je ne parlerai pas de Tokyo ici, mais je suis heureux de répondre à vos questions à ce sujet à la fin. J'espère que vous comprendrez, tout d'abord, comment la fin d'une guerre mondiale majeure a suscité à nouveau un désir de droit pénal international. Deuxièmement, en quoi les formes de justice à Nuremberg ont été des réactions fortes face aux échecs dont nous avons parlé la dernière fois. Et, troisièmement, en quoi Nuremberg incarne aussi une tension majeure entre la morale et la politique. Je commence donc par mon premier thème, un aperçu narratif des procès de Nuremberg et de leur relation avec d'autres poursuites pénales engagées après la Seconde Guerre mondiale. Le 20 avril 1942, les représentants des 9 pays occupés par l'Allemagne se sont réunis à Londres pour rédiger la résolution interalliée sur les crimes de guerre allemands. Au cours des années suivantes, les principales puissances de la guerre se sont mis d'accord sur la forme de sanctions à imposer aux auteurs de crimes de guerre commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le fondement juridique du procès a été établi par la Charte de Londres, adoptée par les 4 grandes puissances le 8 août 1945. Le tribunal de Nuremberg était limité à la punition des principaux criminels de guerre des pays de l'axe européen. La Charte de Londres donnait au tribunal de Nuremberg juridiction pour, premièrement, les crimes contre la paix, cela veut dire le déclenchement de la guerre. Deuxièmement, les crimes de guerre, cela veut dire les violations des lois et des coutumes de la guerre. Et troisièmement, les crimes contre l'humanité, cela veut dire violation systématique des droits de l'homme, y compris de leurs propres ressortissants. Tenu du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946, le tribunal a accusé 24 membres du haut rang d'une partie nazie, entraînant 21 condamnations et 3 acquittements. Rétrospectivement, il est difficile de bien comprendre l'importance du procès immédiatement après la guerre. Le juge britannique à Nuremberg l'a qualifié de, et je cite, « plus grand procès de l'histoire ». Fin de citation. D'autres l'ont décrit comme, et je cite encore, « les 10 commandements, la Magna Carta et le discours de Gettysburg réunis dans un seul et même produit ». Fin de citation. Dans le cadre de cet aperçu, je souhaite faire 3 remarques. Premièrement, le procès de 24 nazis de haut rang à Nuremberg était vraiment la partie visible d'un iceberg beaucoup plus grand. Les 4 puissances occupantes ont organisé un nombre beaucoup plus important de procès pour crimes internationaux devant les tribunaux établis dans les parties de l'Allemagne qu'elles occupaient.
le Conseil de contrôle allié a publié sa célèbre loi numéro 10, créant une base juridique uniforme pour la poursuite des criminels de guerre et d'autres auteurs d'infractions similaires en Allemagne par ses différentes forces d'occupation. Dans leur zone occupée, les Américains ont poursuivi un peu moins de 2000 Allemands pour crimes internationaux. Les tribunaux militaires français ont condamné un peu plus de ce nombre. Les Britanniques ont jugé environ 1000 crimes et les Russes ont organisé un grand nombre de poursuites dans l'Allemagne occupée par la Russie que les historiens ne peuvent pas quantifier. Deuxièmement, un très grand nombre de procès ont également eu lieu devant les tribunaux nationaux partout en Europe. Le Hongrois István Deák, l'un des plus grands historiens de la Seconde Guerre mondiale, a rapporté que, je cite, « jusqu'à 2 à 3% de la population anciennement sous occupation allemande a été accusée de collaboration avec l'ennemi, de trahison et des crimes de guerre. » Fin de citation. L'utilisation du droit pénal après la Seconde Guerre mondiale était manifestement très répandue. Maintenant que j'ai terminé ce très bref aperçu, je passerai au prochain de mes thèmes. Le deuxième thème que j'utilise pour encadrer cette série de conférences est le but de ces procès. Comme nous l'avons vu avec les procès de Leipzig, les objectifs annoncés pour les procès de Nuremberg étaient nombreux et les relations entre eux étaient parfois peu claires. Les Alliés ont également lancé des avertissements de Londres et de Moscou quant à leur intention de poursuivre les auteurs des crimes internationaux afin de dissuader de nouveaux crimes pendant la guerre. Je n'en dirai pas plus sur la dissuasion, car j'aimerais aborder plus en détail 3 objectifs. Premièrement, le châtiment basé sur l'indignation morale était à nouveau une motivation première. Dès 1941, Churchill annonçait que le châtiment était devenu une motivation essentielle de la guerre. Il a déclaré que, je cite, « le châtiment pour ces crimes devait désormais prendre sa place parmi les principaux objectifs de la guerre. » Fin de citation. Il était clair aussi que l'outrage moral était à la base de cet esprit punitif. Dans la déclaration de Moscou du 1er novembre 1943, Churchill, Roosevelt et Staline ont promis que les responsables d'atrocités seraient traduits en justice. Et alors que les nazis de haut rang seraient jugés par un tribunal international, ils ont promis que d'autres, et je cite, seraient ramenés sur les lieux de leurs crimes et jugés sur place par les peuples qu'ils ont outragés. Fin de citation. Comme je l'ai expliqué lors de ma précédente conférence, beaucoup pensent intuitivement que ces motivations sont la base, mais il existe d'importantes défenses philosophiques de châtiment en tant que réponse mesurée et proportionnée à l'indignation morale. En outre, peu importe ce que l'on pense de châtiment en tant que fondement de la peine, historiquement, c'est toujours l'un des objectifs principaux des procès internationaux. L'idée d'absurdité morale a également été utilisée après la Seconde Guerre mondiale. Dans son discours d'ouverture à Nuremberg, le procureur général américain Robert Jackson a déclaré, je cite, « Le bon sens de l'humanité exige que la loi ne se limite pas à punir les petits crimes par les petites gens. En d'autres termes, il serait moralement absurde que seuls les petits délinquants soient punis par le droit pénal si les pires infractions se soustraient à la justice. » Invoquant à nouveau la morale, le discours d'ouverture de Jackson affirmait que,
je citais encore, le refuge des accusés ne peut être que leur espoir que le droit international sera tellement en retard par rapport au sens moral de l'humanité que le comportement constituant un crime au sens moral doit être considéré comme innocent par la loi. Fin de citation. Comme nous l'avons vu à Leipzig, ces absurdités morales sont constamment utilisées pour tenter de faire progresser le système de gouvernance mondial. Le dernier et nouveau but que je veux présenter ici est le changement de régime. Il est important de noter que le processus de Nuremberg était considéré comme un élément clé de la dénazification de l'Allemagne. Il y avait un consensus sur le fait que l'Allemagne devait être réformée. Robert Jackson pensait qu'établir un registre empirique crédible des atrocités nazies faciliterait ce processus de dénazification. Avec d'autres, il estime également qu'en fournissant un exemple de procès équitable, Nuremberg pourrait démontrer la valeur de l'état de droit. Cela était important car la justice pénale avait été un élément majeur de l'oppression nazie. Le discours d'ouverture de Jackson a commencé par une expression célèbre de cette idée. Il a dit que 4 grandes nations exaltées par leur victoire et profondément blessées arrêtent les mains vengeresses et livrent volontairement les ennemis captifs au jugement de la loi est l'un des plus grands tributs que le pouvoir n'ait jamais rendu à la raison. Fin de citation. De plus, si Nuremberg pouvait insister sur l'état de droit à un niveau très élevé, d'autres lois pouvaient également être utilisées pour promouvoir la dénazification. L'un des principaux objectifs était toutefois d'éviter le terrible échec des procès après la Première Guerre mondiale. Comme je l'ai mentionné lors de la dernière conférence, lorsque la Commission des crimes de guerre des Nations Unies a été créée en 1943 pour commencer les préparatifs en vue des procédés nazis, son président a annoncé sa détermination à ne pas répéter, je cite, « le fiasco de Leipzig ». Fin de citation. Comme je le montrerai tout à l'heure, à bien des égards, Nuremberg allait être l'opposé de Leipzig. Ceci nous amène à mon troisième thème, les considérations politiques de ces propos. Nous voyons ici l'inverse des échecs de la justice vaincue. Quel que soit le bien qu'il a fait pour le monde, Nuremberg restera à jamais connu pour le titre de la justice du vainqueur. Dans un sens abstrait, cet intitulé signifie simplement que le vainqueur a utilisé son pouvoir pour imposer une responsabilité pénale à son ennemi vaincu. Moralement et conceptuellement, cela est inacceptable en raison de la valeur concurrentielle de l'égalité. Comme nous le verrons lors des conférences ultérieures, ceux qui préconisent la responsabilité après Nuremberg essayeront de remédier à cette partialité. Pour l'instant, je tiens à souligner 3 exemples de ce que la justice du vainqueur signifiait politiquement à l'époque. Premièrement, il est clair que les Alliés étaient également responsables d'outrages moraux. La Grande-Bretagne, par exemple, a mené une campagne soutenue d'attaques à la bombe incendiaire contre l'Allemagne et le Japon, tuant des centaines de milliers de personnes. Ils ont appelé ça le bombardement moral, en supposant que si vous terrorisez les populations locales, elles cesseraient de soutenir la guerre. Cette hypothèse s'est avérée fausse. Je reviendrai sur la responsabilité de Staline à l'égard des crimes internationaux en Russie
à la fin de cette conférence, mais la responsabilité de la Russie pour les crimes internationaux a même été soulevée dans le jugement de Nuremberg. La Russie avait exécuté 11 000 officiers polonais dans les forêts de Katyn. Initialement, ce massacre avait été reproché aux Allemands à Nuremberg, mais l'événement ne figurait pas dans le jugement car il était devenu évident que c'était la Russie et non l'Allemagne qui était responsable. De même, l'historien Tony Judd rapporte qu'environ 80 000 femmes ont demandé une assistance médicale pour viol à Berlin après la prise de la ville par les forces russes en 1945. Des parallèles inconfortables avec le colonialisme sont également apparus lors des procès de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, lorsque les procureurs alliés ont interrogé Hermann Göring sur le Lebensraum, concept politique ayant servi de prétexte à l'expansionnisme nazi, Göring a déclaré, je cite, « Je comprends parfaitement que les 4 puissances signataires de la Charte, qui appellent les 3 quarts du monde les leurs, expliquent le concept différemment. » Fin de citation. De même, Robert Jackson ne pouvait ignorer le parallèle entre ses poursuites contre les industriels allemands pour pillage des ressources naturelles telles que le charbon, le pétrole et le manganèse de l'Europe occupée et les pratiques coloniales. Dans une lettre au président Truman écrite au cours du processus de Nuremberg, Jackson a déclaré avec cynisme, je cite, « Nous poursuivons en justice le pillage et nos alliés le pratiquent. » Fin de citation. En d'autres termes, la justice du vainqueur signifie qu'une partie seulement de la justice a lieu et que ce pouvoir décide de quelle partie. Cela nous amène au 4e thème que j'espérais aborder, à savoir les alternatives aux poursuites. À Nuremberg, la principale alternative était les exécutions sommaires. Apparemment, lors des négociations entre Staline, Churchill et Roosevelt à Yalta, Staline a suggéré que les Alliés exécutent sommairement 50 000 officiers allemands. Churchill a demandé à un associé nommé Lord Simon de préparer un mémorandum à cet effet. Le 15 septembre 1944, Churchill a rencontré Roosevelt à Québec. Le président Roosevelt approuva un mémorandum indiquant que, je cite, « Les présidents des États-Unis et le premier ministre de la Grande-Bretagne ont convenu de soumettre au maréchal la proposition de Lord Simon de traiter les grands criminels de guerre. » Fin de citation. Comme exemple de volte-face, alors que Churchill était opposé aux exécutions massives après la Première Guerre mondiale, il les a activement endorsées après la Seconde Guerre mondiale. Le même jour, lorsque Churchill et Roosevelt se sont mis d'accord sur le plan Simon, les deux dirigeants ont également approuvé un autre plan rédigé par le secrétaire américain du Trésor, Henry Morgenthau. Le plan Morgenthau proposait de supprimer toute industrie en Allemagne, réduisant l'Allemagne à une société agraire. Le plan Morgenthau a également proposé l'exécution sommaire de criminels de l'art en Allemagne occupée. En fait, selon Robert Jackson, les membres du gouvernement américain auraient même suggéré de renvoyer 1,5 million de jeunes Allemands à l'Union soviétique pour obtenir des réparations de main-d'œuvre. Il est intéressant de noter qu'une version du plan Morgenthau a été divulguée à la presse aux États-Unis et qu'un tollé général a provoqué l'abandon du plan. Selon toute vraisemblance, le fait que les Allemands aient entendu parler de ce plan a également joué un rôle majeur dans son abandon. Le gouvernement nazi a utilisé le plan Morgenthau à des fins de propagande autour des derniers mois de la guerre pour convaincre les Allemands de continuer à se battre. Goebbels a publié un article dans un journal allemand intitulé
Roosevelt et Churchill acceptent le plan de meurtre juif. Confrontés à des assassinats aveugles, les Allemands se sont battus beaucoup plus violemment. Apparemment, l'idée des procès fondés sur la responsabilité en temps de guerre permettait aux Allemands opposés à Hitler de soutenir les Alliés, mais pas les exécutions massives. Peut-être qu'ici, la justice pénale internationale a eu une influence pacificatrice. Nous arrivons au cinquième thème principal que j'utilise pour explorer cette histoire, la loi. Ici encore, nous voyons une volte-face majeure des mêmes personnalités engagées dans les discussions sur la justice pénale internationale après la Première Guerre mondiale. À titre d'observation initiale, Churchill était très réticent à l'égard des poursuites pénales engagées après la Seconde Guerre mondiale, préférant les exécutions jusqu'au tout dernier moment. Il préférait ces exécutions même après que Staline et Roosevelt se sont opposés à elles. Ainsi, alors que Churchill était un fervent partisan des procès pénaux internationaux après la Première Guerre mondiale, son opinion avait radicalement changé à l'approche de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un autre changement majeur est intervenu dans les discussions sur la question de savoir si Nuremberg impliquait une loi rétroactive. Rappelons qu'après la Première Guerre mondiale, les Américains et les Néerlandais étaient ceux qui s'opposaient fermement à la création d'un tribunal pénal international pour juger le Kaiser. Rappelons également que le fait que le tribunal créerait une loi rétroactive était une raison essentielle pour adopter ces positions. J'ai cité Woodrow Wilson et d'autres qui s'opposaient au principe de droit rétroactif. Et pourtant, après Nuremberg, les rôles se sont inversés et ce sont exactement les mêmes principes juridiques qui sont déclarés loi par ceux qui s'y étaient opposés auparavant. Cela est surprenant, car presque rien ne s'était passé dans l'entre-deux-guerres pour changer la légalité de l'agression, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre afin de justifier ce changement de position. Le tribunal de Nuremberg a conclu que l'interdiction de droit rétroactif constituait un principe de justice à mettre en balance avec d'autres. Plus important encore, et je cite, « Il serait injuste de laisser ce mal impuni ». Fin de citation. Ce raisonnement a eu des conséquences très importantes. Premièrement, la transformation des traités entre gouvernements en code de droit pénal était importante et très controversée. Permettez-moi de me concentrer sur le crime d'agression, également qualifié de crime contre la paix, dans la mesure où il est pertinent pour nos dernières conférences. En 1928, 63 nations ont signé le soi-disant pacte Kellogg-Briand qui rendait illégale la participation à la guerre. Mais le pacte ne dit rien sur la responsabilité pénale pour avoir violé le pacte, ni sur la responsabilité personnelle des soldats, des hommes politiques ou des hommes d'affaires. Jusque-là, tout le droit international était fondé sur les relations entre les États et non sur la responsabilité pénale des individus. Dans un geste exceptionnellement audacieux, le tribunal de Nuremberg a tout balayé en une seule phrase. Le tribunal a déclaré que, je cite, « des crimes contre le droit international sont commis par les hommes et non par les entités abstraites ». Fin de citation. Ainsi, l'agression est devenue un crime international, même s'il n'y avait pas de précédent en dehors de discussions après la Première Guerre mondiale. Comme nous le verrons, cette créativité juridique aura un impact énorme sur le monde pendant des décennies. Deuxièmement, la loi s'appliquait également aux hommes d'affaires. À l'origine, il était prévenu d'organiser 2 procès principaux à Nuremberg.
Après le premier procès, les Alliés souhaitaient en organiser un second visant les industriels qui avaient aidé ou incité l'expansionnisme nazi en fournissant des armes, en finançant une guerre ou en pillant les ressources naturelles de l'Europe occupée. Ce deuxième procès n'a jamais eu lieu, en grande partie parce que les Alliés avaient compris que les entreprises allemandes étaient un ami important de la guerre froide. Néanmoins, le principal procès de Nuremberg a conclu que Walter Funk était responsable du pillage des ressources naturelles en sa qualité de président de l'entreprise continentale de pétrole. De même, les tribunaux militaires établis par les États-Unis, la France et la Russie dans l'Allemagne occupée ont jugé plusieurs auteurs, hommes d'affaires d'entreprises tels que IG Farben, Flick, Krupp et les producteurs de produits chimiques Zyklon B. Ces affaires étaient significatives pour plusieurs raisons. Comme nous le verrons lors de nos prochaines conférences, les tribunaux internationaux ne reproduiront pas par la suite les affaires contre les hommes d'affaires, mais il y en a plusieurs en France actuellement. Enfin, nous arrivons au sixième thème principal, les conséquences de ces épreuves. Encore une fois, je vais essayer d'être objectif et d'offrir des conséquences positives ainsi qu'une perspective plus critique. Premièrement, le procès de Nuremberg est littéralement un monument. Si vous vous rendez un jour à Nuremberg, je vous recommande vivement de vous rendre au Colisée de Nuremberg, qui était le lieu de rassemblement de partis nazis. À mon avis, le seul fait de voir ce Colisée vaut le détour. Je ne vous gâcherai pas la surprise en vous expliquant pourquoi, sauf pour dire que le Colisée est préservé en tant que monument de la honte. Quand j'étais là-bas, je me suis demandé combien de pays on avait. Et ces procès ont très probablement joué un rôle important dans la préservation du Colisée en tant que monument de la honte. Les procès de Nuremberg sont aussi un monument. C'est une leçon d'histoire qui définit vraiment l'Allemagne et le monde. Deuxièmement, les procès de Nuremberg ont eu un effet majeur sur la moralité. L'affaire médicale, par exemple, a radicalement changé l'éthique médicale. L'affaire était l'un des premiers procès intentés par les États-Unis dans leur zone occupée en vertu de la loi numéro 10 du Conseil de contrôle allié. Le procès de 23 médecins nazis s'est déroulé dans la même salle d'audience à Nuremberg. Les allégations portaient sur 12 types d'expériences médicales sur des individus détenus dans les camps de concentration. Juste lire la liste des accusations est une expérience extrêmement effrayante. Agir de la sorte suscite un sentiment de choc moral et d'indignation qui fait partie intégrante de la justice pénale internationale. Il est très littéralement dégoûtant. En fait, beaucoup, je suppose, liront ces allégations et soutiendront que les accusés devraient être punis pour des raisons morales, quelles que soient les considérations politiques. Ce que je veux surtout dire avec cette illustration, c'est que l'affaire a conduit à des changements majeurs dans la profession médicale dans le monde, en particulier à la montée du consentement éclairé en tant que principe de base pour toutes les procédures médicales. Troisièmement, les procès de Nuremberg ont affecté notre sens des responsabilités. Comme l'a expliqué le philosophe juridique David Luban, Nuremberg était une révolution morale. Luban fait allusion à une combinaison de plusieurs règles juridiques, y compris l'idée de responsabilité individuelle, la règle selon laquelle les ordres supérieurs ne constituent pas un moyen
de défense et l'impossibilité d'invoquer le droit national pour s'excuser. Comme le souligne Luban, cette combinaison des règles nous oppose tous à nos propres supérieurs, sociétés et gouvernements. Cela nous rend responsables devant nos propres consciences. Cela nous demande de décider en faveur des droits de la personne par nous-mêmes et exige beaucoup plus de courage de notre part. Par exemple, lorsque l'Américain Edward Snowden a justifié la divulgation de surveillance de masse, il a cité les procès de Nuremberg. Mais qu'en est-il des conséquences négatives? Si les procès de Nuremberg sont un monument qui nous demande de nous souvenir, qu'est-ce qu'il nous demande d'oublier? Est-il possible que les procès de Nuremberg soient en partie responsables du déni que nous ressentons dans nos sociétés au sujet des atrocités commises par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale? Comment se fait-il, par exemple, que la campagne délibérée de bombardement par le feu en Allemagne et au Japon, qui a tué des centaines de milliers de personnes, soit réduite à un seul incident à Dresde? Même l'incident à Dresde ne figure pas beaucoup dans ces discussions. Et que dire de Hiroshima, Nagasaki et de la manière dont nos propres sociétés ont été soit complicites, soit indifférentes à l'Holocauste? Peut-être que Nuremberg nous a aidés à éviter ce sens des responsabilités, ce qui explique pourquoi il s'agissait de la justice du vainqueur. En conclusion, j'espère que vous voyez comment cette partie de l'histoire soutient les thèses que j'ai annoncées au début de la première conférence. J'ai fait valoir que l'histoire de la justice pénale internationale est souvent une réaction aux échecs d'une précédente itération de celle-ci. Après la Seconde Guerre mondiale, nous avons vu Churchill changer complètement d'avis quant aux avantages des procès par rapport aux exécutions. Après la Première Guerre mondiale, il était pour les procès et contre les exécutions. Les deux ont changé. De même, les préoccupations des États-Unis et des Pays-Bas concernant le droit rétroactif qui empêchait le procès de Kaiser après la Première Guerre mondiale ont été inversées après la Deuxième. Tout cela n'est qu'une répétition. Mais je terminerai avec l'illustration d'une autre de mes thèmes, l'idée que la justice pénale internationale se caractérise par une tension inévitable entre la morale et la politique. L'auteur et dissident russe Alexandre Solzhenitsyn écrivait dans son célèbre livre « Le Goulag Archipélague », je cite, « Nous ne ferons rien de ce qu'ils ont fait, mais pour le bien de notre pays et de nos enfants, nous avons le devoir de les rechercher et de les traduire en justice. » Fin de citation. Beaucoup plus tard, Solzhenitsyn a également écrit ce qui suit. À peine le premier procès pour crime de guerre a-t-il eu lieu, les nazis à Nuremberg, que nous avons vu élevés au-dessus du banc des juges les administrateurs sans tâche d'un système judiciaire qui, au cours de ces mêmes années, ont été soumis à la torture, à l'exécution et à la mort prématurée des dizaines de millions de vies innocentes dans son propre pays. Fin de citation. Au début, il est tenté de conclure que Solzhenitsyn avait été désillusionné par la justice pénale internationale, tout comme Churchill. Personnellement, je préfère le lire comme capturant l'essence de ce domaine. Cette essence est la capacité de maintenir l'importance morale cruciale de la responsabilité, avec les preuves évidentes de l'inégalité politique. Lors de notre prochaine conférence, nous explorerons les tentatives modernes pour remédier à cette tension après la guerre froide. Je vous remercie.